je dirais que le principal vecteur de cette folie vintage, bon, il y a les meubles, il y a les fringues, il y a les consoles Atari, il y a les vieux flippers, etc. Mais c'est vraiment la musique. C'est-à-dire que d'ailleurs, tu remarques aujourd'hui, dans les grosses maisons de disques, dans les majors, c'est-à-dire chez Warner, chez Universal, chez BMG, etc., ce qui vend le plus, c'est les Rolling Stones, Bob Dylan, les reformations, les compilations, les best-of, etc., etc., etc. Alors que les artistes en développement, et les artistes d'aujourd'hui, alors évidemment, de temps en temps, il y a un PNL, il y a un machin qui va marcher, mais c'est très, enfin, le gros du business aujourd'hui dans la musique, les vieux trucs de cet âge d'or de la musique des années 50, 60, 70, où tu avais 1 an et demi pour enregistrer un album, où tu partais dans des villas magnifiques du sud de la France comme les Rolling Stones avec des kilos d'héroïne, des nanas, etc., etc. Enfin, tu vois, une espèce d'ambiance décadente et tu sortais avec un chef-d'œuvre. Voilà. Une chanson des Beatles qui traverse 4, 5, 6 générations, c'est aussi la preuve que la chanson est mortelle, tu vois, le fait que ça traverse ces époques. Donc c'est aussi ça qui donne la valeur aux choses. Le temps fait le tri aussi entre les bonnes et les mauvaises choses. Si quelque chose se refile comme ça de famille en famille, on se fait écouter les Beatles, on se fait écouter David Bowie, on se fait écouter Jacques Brel, j'en sais rien, tu vois. Et donc finalement, on se transmet ces choses-là, mais pas que, entre amis aussi, tu vois, pas forcément dans les familles. Mais c'est que ça a de la valeur, c'est que ça vaut quelque chose.